Bonsoir et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, l'échec des politiques de protection de l'enfance. Le gouvernement a fini par l'admettre, les scandales de maltraitance et les défaillances répétées ces dernières années révèlent des dysfonctionnements très profonds. Foyers, familles d'accueil, contrôle de l'État, le rapport de la commission d'enquête parlementaire était très attendu. Il fait des recommandations, plusieurs propositions ce soir. Nous en débattons dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Les déclarations de Marine Le Pen relèvent d'une conception narrative de la vérité. Cette petite phrase, issue des 150 pages de son jugement, a retenu l'attention de notre invité franc-parler ce soir. Pour lui, c'est même la clé de son procès. L'écrivain et essayiste Christian Salmon nous dira pourquoi dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir: progrès démocratique ou petits arrangements entre amis? La proposition de loi PLM divise Paris, Lyon, Marseille. Est-ce vraiment le bon moment pour changer le mode de scrutin? Tir croisé à la fin de cette émission avec nos chroniqueurs. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. Ça commence tout de suite. Notre République a failli à protéger les plus vulnérables. C'est la première phrase de ce rapport. Il était très attendu. Commission d'enquête à l'Assemblée, et cette phrase, tout comme tout le rapport, est implacable. Catherine Vautrin, la ministre des Solidarités, a même été obligée de reconnaître, je cite, l'échec de la protection de l'enfance dans notre pays. Les pouponnières représentent à elles seules le symptôme d'une politique à la dérive. On va le voir dans un instant. Alors comment en est-on arrivé là? Qui est responsable? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonsoir Isabelle Santiago. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes la rapporteure de cette commission d'enquête. Votre rapport, je le disais, était très attendu. Il a été présenté aujourd'hui, plus de 500 pages, 92 propositions. On va y revenir. Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne. Bonsoir Claude Ardide. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes grand reporter, journaliste, réalisateur, et vous venez de publier ce livre, La fabrique du malheur, aux éditions de l'Observatoire. Scandale au cœur de l'aide sociale à l'enfance nourrit, on le verra aussi, de nombreux témoignages. Bonsoir Mamedy Diarra. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, président de l'association Repère 94. Vous êtes vous-même ancien enfant placé. Enfin, bonsoir Sarah Després. Bonsoir. Ravie de vous retrouver, avocate pénaliste et avocate spécialisée dans la justice des enfants, également ancienne enfant placée. Vous, c'est en famille d'accueil que vous avez grandi. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'angle mort de la République, c'est dans le récap tout de suite de Thibault Enoch pour démarrer. Bonsoir Thibault. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Eh bien, ce sont 523 pages obtenues et rédigées au terme de 83 heures d'audition, 126 personnes entendues, 7 déplacements sur le terrain et au final 92 recommandations. Il fallait bien cela pour mettre en lumière ce qui ressemble à un trou noir de la République. Alors que la France est le premier pays d'Europe en nombre d'enfants placés, plus de 220 000, les conclusions de cette commission d'enquête présentée ce matin à l'Assemblée sont édifiantes. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, et ce n'est malheureusement pas bon signe, tout le monde est d'accord. Tous les groupes politiques partagent le même constat sur l'échec de cette politique publique, sur ses défaillances, sur ses manquements. Et je pense que c'est assez symbolique et assez révélateur. Voilà, le mot manquement n'est en réalité pas assez fort. Myriam, la rapporteure Isabelle Santiago, ici présente, parle de scandale d'État. Voici ce que vous écrivez. Le rapport dresse le constat d'une action publique profondément et structurellement dysfonctionnelle. En fait, tout se passe comme si l'État avait toujours refusé de voir et de prendre en charge cette question. À cela s'ajoute un manque de moyens criant et un millefeuille de responsabilités mêlant départements, associations, secteur privé qui conduit à ce que personne ne soit responsable de rien. Résultat, une machine à broyer de l'humain. Regardez ces chiffres, rien que sur les questions de santé. 2 fois plus de maladies cardiovasculaires chez les enfants placés, 2 fois plus de cancers, 11 fois plus de démence. Bilan, une espérance de vie inférieure de 20 ans au reste de la population. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, tout s'éclaire malheureusement quand on entend, par exemple, ce qui se passe dans les pouponnières. Les bébés qu'on a vus et qui avaient 3 mois. Pour certains, on a vu des enfants à l'étage qu'on ne descendait pas parce qu'il n'y avait pas de bras pour les sortir, au sens de les promener. Ces enfants sont
concrètement tristes. Ils ne jouent plus. C'est des enfants qui parfois ne pleurent plus quand ils se font mal. Des bébés qui ne pleurent plus car personne ne venait à leur secours quand ils pleuraient. C'est le résultat d'un État négligent. Un décret de 1974 fixe ainsi à 1 adulte pour 6 bébés en journée et à 1 pour 30 la nuit la norme d'encadrement dans ces structures pour les tout-petits. Et si vous pensez qu'on ne peut pas faire pire, eh bien sachez qu'il n'existe aucune norme pour l'accueil des 3 à 18 ans. Pas de taux d'encadrement, pas de diplôme exigé. Résultat, un appel d'air pour le secteur privé lucratif et un recours massif à l'intérim. Alors, que proposent les députés ? Alors, réformer le pilotage d'abord, augmenter les moyens à travers une loi de programmation pluriannuelle, renforcer aussi les contrôles et les rendre plus indépendants, mieux formés, mieux encadrés. Et puis une autre idée pour panser les plaies, si c'est encore possible, créer une commission de réparation pour les enfants victimes, comme cela existe dans d'autres pays. Les réactions ? Quel accueil a eu ce rapport aujourd'hui ? Elle a été accueillie avec espoir et prudence, notamment devant l'Assemblée, au moment où les députés rendaient leurs conclusions. Eh bien, un comité formé d'anciens enfants placés organisait un rassemblement suivi d'une conférence de presse. Ils ont insisté notamment sur un point. Écoutez. Pour nous, qui dit enquête, dit recherche des responsabilités qui ont amené à ces dysfonctionnements des services départementaux et de l'État. Et en fait, notre crainte, c'est de voir un énième rapport qui soit émis sans pouvoir définir clairement où sont les responsabilités. Un énième rapport car cela fait des années que des organes divers alertent sur la situation et qu'elle n'a toujours pas changé. Alors espérons que cette fois sera la bonne et que ce rapport ne se retrouvera pas placé en dessous de la pile. Merci beaucoup Thibaut Hennock. Alors je vais commencer avec vous Isabelle Santiago. Restons encore un instant si vous le voulez bien sur le diagnostic et on viendra bien sûr aux propositions tout à l'heure. Ça fait des années qu'on documente le scandale d'État, c'est votre expression, de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance. Il y a eu des pénuries de places en foyer, il y a même eu des cas de prostitution de mineurs dans certains endroits de France. On y reviendra. Il y a un énorme problème de recrutement. Pourquoi cette impression d'angle mort de la République et pourquoi l'État n'a pas réagi plus tôt ? En fait, c'est ce que je démontre dans le rapport. J'ai voulu que le rapport fasse la lumière sur quelque chose. Il y a énormément de rapports depuis des années, particulièrement depuis 2022. On doit être au 13e, rapport qui est fait. Je l'ai dit ce matin, ils prennent la poussière. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce rapport, même s'il peut prendre des conclusions ou même des propositions qu'on a pu voir ailleurs, il est clair qu'il aborde une question qui, pour moi, est centrale, c'est l'historique. Parce qu'en fait, l'État a toujours délégué cette politique publique. Ça permet de dire que les responsabilités, en fait, on a passé les décennies à ne pas regarder que l'État était totalement désinvesti. C'est pour ça que je parle d'un impensé des politiques publiques de la protection de l'enfance, mais plus globalement de l'enfance en général, puisque la protection de l'enfance n'est qu'un pan de cette question. Pour bien comprendre, pour ceux qui nous regardent, c'est une compétence des départements, et donc tout le monde s'est renvoyé la balle, c'est ça ? En fait, c'est pour ça que l'historique était intéressant, donc en essayant de faire court dans cette version que je vous raconte, parce qu'évidemment, il y a 500 pages. Donc, en tout cas, on peut dire que historiquement, il y a plus d'un siècle, c'était la protection de l'enfance était autour des enfants qui étaient donc plutôt dans ces formes de pensionnat qui existaient, mais qui étaient sous la forme de charité. Puis, de la charité des sœurs, des religieuses, est devenu le secteur associatif bénévole. Puis, le secteur associatif bénévole est devenu professionnalisant dans les années 50. Donc, en fait, les bâtis, les personnes qui se sont occupées des enfants, c'est un historique qui a toujours été quelque part dominé par un esprit de vocation, de bénévolat. Et on retrouve cette même chose. C'est-à-dire que la décentralisation n'a été que le transfert à une compétence d'une collectivité. Ils étaient déjà à l'échelle des territoires installés dans les départements. C'était les préfectures à l'échelle des territoires. Donc il y a un empilement de compétences, d'enchevêtrement d'acteurs et quelque chose qui s'est glissé, comme le fait souvent l'État quand il transfère des compétences, avec un bâti qu'on retrouve, y compris encore aujourd'hui, j'en parle, qui date d'il y a 80 ans et qui pose évidemment des problèmes pour accueillir les enfants puisqu'il n'est plus en capacité de les accueillir de la meilleure manière. Alors ce qui frappe, et tous les acteurs le disent, c'est l'opacité. L'absence de contrôle. Claude Ardide, vous avez enquêté, c'est facile d'enquêter dans ce monde de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'il y a une omerta
des acteurs. Ça fait 30 ans que je fais de l'investigation et pour la première fois de ma carrière professionnelle, je me suis heurté à un mur du silence absolument énorme. C'est-à-dire, il existe une omerta, pas simplement au niveau des conseils départementaux, mais aussi au sein des structures de l'aide sociale à l'enfance, partout, dans tous les territoires où je me suis rendu. Chaque fois, je suis allé voir dans le Puy-de-Dôme, je suis allé dans le Nord, je suis allé dans la Sarthe, je suis allé dans le Tarn-et-Garonne, je suis allé en Garonne, je suis allé dans les Bouches-du-Rhône, je suis allé dans les Alpes-Maritimes. Chaque fois, je me faisais éconduire. On me disait, on n'a rien à vous dire, de quoi vous vous mêlez, alors que quand je me rendais dans ces départements, c'était soit qu'il y avait eu des enfants qui avaient été assassinés, tués par leurs propres parents, soit parce qu'il y avait eu des suicides dans des hébergements sociaux, soit parce qu'il y avait des affaires de maltraitance qui étaient gravissimes, soit comme à Marseille, où, écoutez bien, 90% des foyers qui dépendent de l'aide sociale de l'enfance sont des centres de recrutement pour les proxénètes avec des gamines qui ont moins de 15 ans. Et ça, ce n'est pas la version Claude Ardil, c'est l'enquête que j'ai menée auprès des juges des enfants et surtout auprès du parquet mineur, où la chef du parquet mineur, Agnès Rostocker, ils font un boulot extraordinaire, m'ont dit, mais voilà, on a 100% de foyers qui sont des centres de recrutement. Oui, et je renvoie à la lecture de votre livre. Oui. Il y a déjà beaucoup de papiers, notamment de la presse locale sur ce qui se passe à Marseille. La fabrique du malheur, c'est le titre, et il est tragique ce titre. Parlez-nous un peu d'eux, de Malakai, d'Élise, de Marina. Vous dites que ce sont des survivants. Alors Malakai, il est mort, c'est un enfant de 7 ans qui est mort alors que l'ASE travaillait sur le dossier de Malakai depuis qu'il avait 3 ans. Il y avait des signalements en crèche, signalements à l'école maternelle, signalements en primaire. Et les éducateurs, c'est par l'intérieur de l'ASE que j'ai appris comment l'ASE avait complètement foiré dans ce dossier. Et donc le petit Malakai, bizarrement, il est frappé, il est battu, il est cogné par son beau-père, par le compagnon de sa mère. Et pendant des années, pour des raisons qui sont quasi inexplicables. Soit les éducateurs n'avaient pas le temps de rendre visite à la maman, soit c'était quelqu'un qui partait à la retraite, qui transmettait le dossier à quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, etc. Au final, en 2022, ce gamin, qui s'appelle Malakai, est assassiné, moi j'ai dit assassiné par son beau-père, qui est en prison aujourd'hui, qui va être jugé prochainement. Sa maman, pour complicité d'assassinat, de crime, a été également placée, elle a fait 1 an de prison, à la prison des Baumettes, etc. Mais donc, quand vous assistez à ça, et puis j'ai vu les éducateurs, j'ai vu les observatrices, j'ai vu les coordinatrices de l'ASE, etc., qui m'ont raconté tout ce qui s'était passé. Vous dites, mais comment est-il possible qu'un enfant de 7 ans ait pu mourir de cette façon-là ? Et ça revient à ce que disait Madame Santiago tout à l'heure. Je suis parti de l'assassinat aussi de Marina en 2009, qui a été fracassée par ses parents pendant des années et des années. Ils changeaient de département. Les ASE ne communiquaient pas entre elles. Et donc, l'enfant, cette petite fille, a été bourrée de coups, esquintée, etc. Et en 2009, elle meurt. Les parents sont arrêtés, ils ont été jugés, ils ont pris des peines maximales. Et il y a eu des rapports extraordinaires qui sont sortis déjà à l'époque. On disait plus jamais de Marina. 2009. Et le rapport, vous le lisez, j'en publie des extraits, il est incroyable. Sauf que depuis Marina en 2009, il y en a eu des dizaines. Bon. Alors, on termine ce tour de table, fait de témoignages et de début d'éclairage, parce que vous êtes aussi témoin qu'acteur de ces sujets-là. Mamedy Diarra, vous avez connu l'errance des foyers. Tout ce n'est pas forcément très mal passé, mais il y a eu des choses très catastrophiques. En quelques mots, qu'avez-vous subi ? Et qu'est-ce que vous attendez depuis tant d'années ? Vous êtes maintenant très investi dans votre association sur ces sujets. Oui, pour ma part, j'ai été placé longuement. Donc, d'abord en AEMO, donc, parce qu'il y a différents systèmes d'accompagnement. Donc, accueil en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on est en famille, on a des éducateurs, s'ils peuvent venir, évidemment, et qu'il y a du monde pour accompagner. Puis placé en foyer lorsque j'avais 7 ans, jusqu'à mes presque 11 ans, où un retour que je ne souhaitais pas en famille a été décidé par le juge. Et là, on revient au sujet de la parole de l'enfant, comment on considère aussi les sujets. C'est important ce que vous dites. Un retour en famille, dans la famille biologique, votre père. Ces allers-retours peuvent être catastrophiques pour les enfants. Et donc, 2 ans à tenir dans des conditions donc, qui n'étaient pas, qui étaient évidemment pas bonnes. Je me retrouve à l'hôpital et là, je demande, moi, à être placé alors que j'avais 12 ans et demi. C'est-à-dire que j'ai pris cette responsabilité parce que, on m'avait informé de mon droit
à demander de l'aide lorsque j'ai été placé la première fois dans un foyer départemental, parce que les éducateurs n'étaient pas pour ce retour. Et ils m'ont dit, si tu avais un problème, tu peux le demander. Et là, il y a un sujet, c'est l'accès aux droits, la connaissance de ces droits par les enfants. Moi, j'ai pu en user parce que je le savais. Donc, s'ensuit un foyer d'urgence. Foyer d'urgence, 3 mois, on doit être orienté. Ça se passe pas trop mal, mais c'était pas encore ça. Et ensuite, un établissement maltraitant qui m'ont cassé psychologiquement, parce que ma force, personnellement, c'est ma tête. Et donc, ils se sont pris à ma tête, ils l'ont détruit. Et c'était un enfer parce que je me battais contre des moulins à vent. Personne n'entendait les souffrances que j'avais. Personne ne considérait mon état à la fois psychique et physique se dégrader. Qu'est-ce que vous avez subi concrètement? Eh bien, je peux donner des exemples. Moi, j'écrivais au juge. Ça les gênait. Donc, quand mon éducateur référent partait après un rendez-vous, j'ai pu lui expliquer certaines choses. Voilà, on m'a pris une fois dans un bureau. Ça a été décrit, vous voyez, dans les mauvais films à l'ancienne de policiers, décrit avec, je mets des guillemets, l'éducateur et la psychologue avec des guillemets, parce que je respecte ces métiers, et ces gens-là ne faisaient pas ce métier, qui m'insultent, qui me hurlent dessus, que je resterai avec eux, que ça ne sert à rien que j'écrive au juge que je vais arrêter. Et tellement elle s'est emportée que la deuxième personne qui était avec lui a dû la reculer pour pas qu'elle en vienne me taper. C'est un exemple. Une autre fois, on m'a traîné en me sortant du lit alors que j'étais malade d'une grippe. Je ne pouvais pas manger et de toute façon, j'étais en dépression. Je ne pouvais plus me nourrir et je n'en avais plus l'envie. Et aujourd'hui, vous êtes engagé et avec des attentes très concrètes. On va venir aux propositions dans un instant. Je termine le tour de table. Je m'adresse à l'avocate que vous êtes ce soir. Vous étiez venue nous raconter d'ailleurs votre trajectoire personnelle et parfois c'est justement ces allers-retours avec la famille biologique, ces liens que le juge... Expliquez-nous, maître, comment ça se passe, parce qu'on entendait le témoignage de Mamedy Diarra qui dit à 7 ans, à 12 ans, je connaissais mes droits, je suis allée voir un avocat. Quelles sont les possibilités pour un jeune enfant aujourd'hui en France face à la maltraitance? À qui s'adresse-t-il? Eh bien malheureusement, ils sont assez démunis. Un enfant aujourd'hui en France, qu'il soit confié ou qu'il soit, je dirais, au sein de sa famille originelle, souffre d'un manque de moyens pour signaler toute forme de maltraitance. Et il me semble que je souscris tout à fait aux propos qui ont été ceux des invités ce soir, et également les recommandations qui ont pu être formulées sur l'accès aux droits. Exercer un droit, c'est avant tout le connaître. Et donc, il faut des relais de transmission de ces droits fondamentaux. Et l'une des recommandations est relative à la présence d'un avocat pour assurer la défense des intérêts des enfants devant le juge des enfants. Pardonnez-moi, mais ça aussi, on l'a beaucoup entendu, ça fait longtemps. Comment ça se fait? Et bien aujourd'hui, si vous préférez, lorsque vous vous présentez à une audience devant le juge des enfants, dans son cabinet, un enfant n'est pas obligatoirement assisté d'un avocat. C'est une possibilité pour le juge de désigner un avocat s'il l'estime nécessaire. Et à mon sens, la loi Taquet n'est pas allée suffisamment loin. Donc la loi Adrien Taquet 2022, absolument. Dont on attend encore des décrets d'application. On va y venir. On l'avait demandé. On l'avait demandé. Oui. On a déposé des amendements de plusieurs groupes politiques d'ailleurs, il faut être tout à fait honnête, et ça a été refusé. Et donc, quand je dis refusé, ça n'a pas été adopté, et donc c'était y compris dit sagesse sur le gouvernement, mais en fait il ne votait pas la question des avocats. Donc là je l'ai remis comme une préconisation qui aujourd'hui, je l'espère, passera. Mais à ce stade, honnêtement, on a essayé plusieurs fois. Alors, on va parler des contrôles, on va parler de la formation des éducateurs, du recrutement, du taux d'encadrement. Oui. Mais je voudrais vous interroger sur le département. Est-ce que le département doit garder ou non cette compétence? Au fond, c'est la question un peu de la gouvernance générale. Parce que Châteauroux, on va passer par Châteauroux, et je vous redonne la parole, c'est le cas extrême, où une 60aine d'enfants ont été placés par l'ASE du Nord sans agrément, je dis bien sans agrément du département, dans des familles d'accueil maltraitantes. Et ce sont les enfants qui ont saisi la justice et pas l'État. Hélène Bonduel, réaction juste après. C'était en décembre dernier. Ces 5 anciens enfants placés venaient raconter leurs années de calvaire devant le tribunal de Châteauroux. Il y a une 60aine de jeunes connus. Et vous voyez, on est 5. Comme eux, des dizaines d'enfants de 2010 à 2017 ont été confiés par l'aide sociale à l'enfance du Nord à des familles et des structures d'accueil sans aucun agrément, dans les départements de l'Indre, la Creuse et la Haute-Vienne. Des mineurs humiliés, violentés, physiquement et moralement,
sans aucune protection des adultes. Il y a aussi l'administration de substances nuisibles, puisque les enfants ont été drogués également, certains, pas tous. Donc oui, il y a un certain nombre de chefs d'accusation, dont le fait qu'ils aient accueilli des enfants sans autorisation. Sur le banc des accusés, 19 personnes. Les 2 têtes pensantes du réseau qui ont été condamnées à 4 et 6 ans de prison ferme. Les familles d'accueil, elles, à de simples amendes. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas essayé de comprendre comment tous ces messages envoyés à l'Asie du Nord, comment ces informations qui ont été identifiées, ces violences qui ont été connues, n'aient pas donné lieu à plus d'investigations. Ne voulait-on pas voir ? Mise en cause, le département du Nord était le grand absent du procès. Maëva avait 16 ans à l'époque de son placement. Aujourd'hui, elle est aux côtés du comité de vigilance des enfants placés qui demande à l'État de reconnaître ses défaillances. J'ai encore tous les jours des témoignages qui me choquent d'enfants placés. C'est compliqué. Et on demande de l'aide en fait. Le procès de Châteauroux, c'est un révélateur. Ça a permis de démasquer un système qui existe. Et effectivement, le problème, c'est que les départements n'ont pas été clairement mis en cause. Si la situation ne change pas, il y en aura d'autres de Châteauroux et je suis persuadé qu'il y en a actuellement. Une plainte contre le département du Nord vient d'être déposée par les victimes auprès du parquet de Lille. Isabelle Santiago, elle ne représente pas tous les cas, l'affaire de Châteauroux. C'est vraiment le cauchemar absolu. Mais le département est mis en cause. D'ailleurs, maintenant, les victimes vont poursuivre l'État, le département, mais le parquet aurait pu le faire avant, de son plein gré. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça raconte, selon vous, ce cas-là ? Et est-ce qu'au fond, ce n'est pas le cas qui permet de se dire il faut changer complètement l'organisation du système, c'est-à-dire ne pas confier forcément qu'au département le soin de contrôler l'agrément qu'il donne, ou alors ne pas lui donner l'agrément et donner le contrôle. Mais est-ce qu'il n'est pas jugé partie dans ce dossier ? C'est pour ça que d'ailleurs que dans nos recommandations, on demande à ce qu'il y ait une commission qui soit créée de contrôle indépendant. On demande aussi à ce que les parlementaires... Alors, contrôle indépendant, pour ceux qui nous écoutent. Contrôle indépendant, c'est-à-dire une instance... ce ne soit pas le département. Aujourd'hui, qui contrôle ? Aujourd'hui, vous avez les départements qui peuvent contrôler et vous avez l'État qui peut contrôler à certains moments. Mais en fait, les contrôles, ils sont assez nombreux sur l'aspect financier, dans le cadre du travail qui est fait entre le département et les associations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'air de rien, c'est toujours le secteur associatif qui, historiquement, accueille les enfants. Et en fait, il y a cette problématique du vrai contrôle sur pièce, sur place. Et, vous recommandez au moins un contrôle tous les 2 ans, c'est peu ? Ce serait déjà ça ? Ce serait déjà énorme, mais par exemple... Parce qu'il y a quoi ? Un contrôle tous les 10 ans, tous les 15 ans aujourd'hui pas de contrôle. Vous pouvez avoir beaucoup plus. On est sur on peut avoir plus que 10 ans. Et en tout cas, à l'échelle des territoires, je vous ai dit, l'historique de la construction, c'est que vous avez un éparpillement d'associations qui accueillent les enfants. Dans le Nord, c'est 22 000. Donc, 22 000, c'est évidemment beaucoup d'associations qui peuvent avoir pour l'une 16 000 enfants. Et donc, vous multipliez ça par 22 000. Donc, forcément, vous avez un éparpillement des intervenants. Et à chaque fois, c'est un conseil d'administration au sein d'une association. Donc, en fait, ça vous fait plein d'intermédiaires. Et donc, en fait, c'est ce qu'on évoquait, c'est que c'est un empilement de fonctionnement qui nécessite aujourd'hui une commission, en tout cas indépendante. C'était demandé d'ailleurs par les jeunes du comité de vigilance. C'est quelque chose que je partageais totalement. Par ailleurs, on a rajouté aussi que les parlementaires doivent pouvoir, comme on l'avait fait dans la loi d'Adrien Taquet, mais ce n'est pas passé, mais nous continuons à dire que les parlementaires doivent pouvoir visiter. Et surtout... Des contrôles inopinés, d'une certaine façon. Bien sûr. Vous rendre sur place. Vous avez essayé de venir sur place. Pas je téléphone et je dis « Allô, j'arrive mardi ». Comme dans les prisons. Oui, et monsieur le disait, c'est extrêmement difficile de pouvoir rentrer. Et pour finir sur la question du Nord, c'est que le pire, et je l'ai dit ce matin dans la conférence de presse, j'ai fait donc dans le document, il y a des documents que j'ai fait on va dire en rapporteur, je pouvais prendre des documents sur pièce et sur place. Donc on a des documents qui ont été mis dans le rapport qui montrent un dysfonctionnement jusqu'à la chaîne, je dirais, de l'éducateur. Au sens où il y a eu... comment c'était possible qu'ils aillent dans un séjour à la ferme
Et si on regarde sur Google Maps, c'est même pas une ferme. Ce n'était pas une ferme, c'était une adresse qui n'était pas un lieu. Donc en fait, il y a d'en haut jusqu'en bas dans cette affaire, il n'y a pas eu forcément d'accueil concret auprès des jeunes. On va venir aux propositions. propositions. Les accompagner. Sur la formation des éducateurs, notamment leur recrutement, leur rémunération aussi. Oui, Claude Arnil, vous y consacrez plusieurs chapitres de votre livre, sans rentrer dans cette affaire spécifique, mais de quoi est-elle le nom pour vous ? Qu'est-ce qu'elle révèle comme symptôme des difficultés sur le dossier ? Pour moi, c'est le scandale des scandales. Et après avoir passé 5 jours et quasiment 5 nuits totales, notamment avec ces gosses que j'ai vus, Maëva, Mathias et Karl, j'étais avec eux à 14h. Et j'ai passé beaucoup de temps. Et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'en ai vu dans les cours d'assises, dans les comparutions immédiates, dans les tribunaux correctionnels. Les témoignages des 7 gamins, quand ils arrivent à la barre et qu'ils racontent qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles, qu'ils ont été victimes de travaux forcés, qu'ils ont été victimes d'humiliations, et qu'ils racontent ça dans les moindres détails. Il y a 25 confrères et consoeurs à côté de moi, derrière moi, et tout le monde pleure. La procureure de la République qui est debout, qui est une jeune procureure de la République, pleure. Le président du tribunal correctionnel a des sanglots dans la voix. Vous avez les prévenus, ces familles d'accueil qui sont responsables de ces humiliations, de ces agressions, etc., qui ont la tête basse. Mais rendez-vous compte quand même que l'ASE du Nord, par l'intermédiaire du conseil départemental, donc de l'ASE, ont confié à des familles une centaine d'enfants entre 2012 et 2017. Et parmi les familles, il y avait des agresseurs sexuels qui avaient été jugés. Et donc on savait qu'ils étaient... et non seulement ils étaient agresseurs sexuels, mais celui qu'on a vu là tout à l'heure, ça m'a fait... Franchement, j'ai une colère monumentale quand je vois Bruno Claude, qui était lui qui recevait les enfants. Il les recevait dans les caravanes, sans eau, sans électricité, avec des gamins qui étaient obligés de faire leurs besoins à 4h du matin. Ils étaient à côté du domicile de Bruno Claude, qui violait sa propre fille de 12 ans. Séjour à la ferme, qui violait sa propre fille de 12 ans et qui acceptait les enfants. Et qui était... Alors, on va parler des solutions. Sur les familles d'accueil, parce que pour rester sur Châteauroux, on est dans le cadre de familles d'accueil Sarah Després. Je voudrais savoir, parce qu'il y a de l'argent pour les assistants familiaux qui prennent en charge. Comment ça fonctionne ? Forcément, la suspicion, le doute est permis, puisque l'argent rentre en ligne de cause. Comment c'est encadré tout ça ? C'est pour les familles qui décident de prendre en charge. Une famille d'accueil doit obtenir un agrément pour accueillir des enfants. Toutefois, ce qu'on déplore, je pense, autour de la table et puis dans l'ensemble des rapports institutionnels, c'est qu'il y a un très faible degré d'exigence en matière d'accueil de jeunes enfants au sein de familles d'accueil. Si vous voulez, il y a très peu de contrôle. Une famille d'accueil peut accueillir un certain nombre d'enfants, alors même qu'on le sait très bien que quand on dépasse un certain nombre d'enfants dans le même lieu d'accueil, on va fragiliser la qualité de son accompagnement, de sa prise en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de limite. Et puis, il faut aussi se dire que c'est un salaire qui est lié au nombre d'enfants. Et à mon sens, on devrait aussi inciter les agents à rendre des comptes sur la qualité du service qui est rendu. Mais vous avez... Quand vous dites les agents, il s'agit de la personne qui accueille ? Les familles d'accueil, exactement. Vous appelez les agents, d'accord. Oui, qui, à mon sens, sont des agents qui contribuent à un service public. Mais vous avez en filigrane une crise qui est liée à l'attractivité de ces métiers. Aujourd'hui, on sait que la plupart des familles d'accueil ne seront pas remplacées dans quelques années. Alors, je fais répondre et puis je vous donne la parole. Promis, on va parler des foyers également. Isabelle Santiago, la ministre a promis des relais aux assistants familiaux pour leur permettre de souffler. Comment ce rapport, sur la question, au fond, de la rémunération pour ce service public par enfant, qu'est-ce que vous proposez pour les familles d'accueil ? Juste un mot, je me permets juste un mot pour corriger. Je vous en prie. Comme on parlait d'un dossier qui est quand même très compliqué et qui est le dossier de Châteauroux, je voudrais vérifier, vous corriger, ce n'était pas des familles d'accueil, c'est un séjour de rupture dans une association de personnes qui ne sont pas habilitées. Oui. Bien sûr, il n'y avait pas d'agrément, il n'y avait rien du tout. Voilà, il n'y a pas d'agrément, ils étaient connus des services, ils travaillaient avec eux depuis longtemps. Comme eux disent, y compris dans le rapport qu'on a présenté, ils disent c'était ceux qui voulaient bien prendre les cas complexes. Donc en fait, on avait une habitude de travailler avec ces gens. Je veux juste le corriger parce qu'au moment où en protection de l'enfance, on rencontre énormément de difficultés dans l'attractivité du métier, je tiens vraiment à
saluer les travailleurs qui Bien sont sûr. évidemment Le tableau les n'est pas travailleurs si noir, sociaux. il y a des endroits où ça fonctionne. Oui, mais parce qu'en fait, là, on n'est pas du tout sur Châteauroux, ce n'est pas les assistants familiaux. Voilà, sur c'est les important. familles, on va parler Même des s'il y a foyers. des fois sur des les dérives, familles hein. d'accueil, qu'est-ce que vous recommandez? Sur les familles d'accueil, en fait, nous, ce qu'on a recommandé, c'est que déjà, les familles d'accueil, il y ait une revalorisation au niveau des salaires. Ça avait été fait dans le cadre de la loi Taquet, avec le séjour de répit, avec le fait de travailler plus de 67 ans. Donc, il y a eu déjà des avancées. Sauf que la difficulté, c'est que le séjour de répit, il n'est pas fait. Je suis allée dans le Nord, je suis allée, y compris dans le Val-de-Marne, je suis allée un peu partout pour discuter de cette question. Très concrètement, c'est très difficile. En fait, les enfants, ils sont là 24 heures sur 24. Séjour de répit, c'est bien pour les personnes, mais il faut trouver où les enfants vont aller. Et donc, il faut construire une nouvelle politique publique qui permet justement que ces enfants puissent aller dans une famille sans avoir l'impression qu'ils vont être, entre guillemets, rejetés le week-end où la famille des assistants familiaux prendra son repos. Et évidemment, et un week-end par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est plus une organisation nouvelle. On fait des propositions à travers ça. Mais la particularité sur laquelle je veux insister, c'est que les assistants familiaux, on a absolument besoin d'eux. Donc on fait la proposition d'ouvrir à tous, c'est-à-dire à tous évidemment, labellisés au sens où les gens auraient été sécurisés dans leur... qu'on ne les envoie pas chez des personnes qui ne seraient pas bien pour les enfants. Mais en tout cas, que des personnes qui puissent travailler et aussi des enfants. On veut ouvrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire la protection de l'enfance comme il y a 50 ans ou comme il y a un siècle. Alors, donc, il y a des propositions. Sur les foyers, le rapport propose une grande loi de programmation sur 5 ans pour former plus d'éducateurs spécialisés en foyer, avec la volonté d'accompagner pour résoudre cette crise des vocations. Il y aurait aussi un fonds d'urgence qui serait mis en place. D'ailleurs, de combien ? Vous avez le chiffre ou pas ? C'est ce que je vais discuter. C'est le gouvernement qui va décider. Moi, je ne suis pas au gouvernement. D'accord. Donc on fait des propositions et maintenant, ça va être discuté. En tout cas, j'espère que l'amorce des propositions seront dans le budget 2026. Un fonds d'urgence pour les départements. Ça répond à vos attentes ? Oui, juste pour revenir sur l'aspect droit, je n'ai pas eu d'avocat quand j'aurais eu besoin parce que je ne savais pas que je pouvais en demander déjà. Merci de la précision. Ça rejoint ce que vous disiez. Sur ce que propose le rapport sur les foyers. Justement, que ce soit foyer ou famille d'accueil ou autre lieu de vie, parce qu'il n'y a pas que ça à l'ASE, il y a plein d'autres dispositifs. En protection de l'enfance, ceux qui font le lien de tout ça, ça reste les associations ADEPAP, dont Repère 94 fait partie du réseau, c'est-à-dire celle des concernés. On voit tout, de partout. Il y a du bon comme du mauvais. Tous les dysfonctionnements, on les connaît depuis des années. Là, on reprend beaucoup de choses qu'on a égrenées dans des rapports depuis 20 ans. Donc c'est à Madame la députée que vous vous adressez là. Mais à tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des actions concrètes. C'est-à-dire qu'on passe à l'action. Une loi de programmation, on en voit sur plein de sujets. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive, ils vont l'amender. Enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur véhicule. Renationaliser, décentraliser, ça, c'est des faux débats. Moi, ce qui m'importe, c'est que les enfants soient en sécurité et pleinement accompagnés et qu'on fasse respecter aussi les choses. Sur la proposition de Catherine Vautrin, très concrète, de favoriser l'adoption des enfants placés, qu'est-ce que vous lui dites? C'était déjà un propos qui a été exprimé dans la loi de 2016, sur laquelle moi-même et d'autres avons travaillé, la loi de 2022 également. Et ça concerne notamment les pupilles et le changement de statut de certains enfants confiés, dont on sait qu'ils vont être confiés jusqu'à leur majorité alors qu'ils sont en jeune âge. Ça ne concerne pas tous les enfants. Et en fait, ce serait peut-être évacuer trop vite le sujet de l'ensemble de l'ASE, parce que vous parliez du nombre d'enfants placés, mais il y a 350 000 mesures de protection de l'enfance au total. Bien en même sûr, temps. bien avant le placement en tant que tel. Il y aura quelques milliers qui pourront être placés. Et je complète juste sur ce point, très rapidement, c'est que lorsque nous avions demandé à être auditionnés, on aurait aimé transmettre certains points justement qui n'ont peut-être pas été vus, comme aussi la sécurité des données et des informations des enfants confiés. Il y a des associations aujourd'hui de niveau national qui ont des données. On peut être en Seine-Maritime ou dans la Creuse et avoir accès à tous les enfants confiés de France, par exemple. Et sur les contrôles, ça fait des années, et je suis bien content que ça ait été indiqué, et
et c'était pas gagné au départ, sur le contrôle et le rôle des préfets dans les départements, parce que je le répète toujours, décentralisation, c'est pas le droit de faire ce qu'on veut n'importe comment. Il y a des règles, quand on les respecte pas, il y a la justice aussi qui Tout ça, évidemment, va dépendre des moyens. Je vais vous donner le mot de la fin, on termine le tour de table, vous aurez le mot de la fin. Il y a des propositions aussi très concrètes, notamment pour les bébés. Vous souhaitez interdire, au fond, les bébés dans les foyers d'accueil d'ici 5 ans, entre 0 et 3 ans. Je vous redonne la parole, vous aurez le mot de la fin. Sarah Després, sur au fond, la formation des éducateurs, le recrutement, cette loi sur 5 ans de programmation avec un fonds d'urgence pour les départements, ça vous convient ? Je trouve que l'aspect planification budgétaire est tout à fait intéressant. On est sur une planification quinquennale. Toutefois, il y aura de vraies nécessités en matière de coordination interministérielle, notamment avec cette nouvelle institution, le Haut Commissariat à l'enfance. Donc je suis assez favorable à cette planification, avec les réserves qui sont celles d'une bonne coordination entre les acteurs. Isabelle Santiago, vous avez le mot de la fin, mais le mot, c'est l'argent. Pour ça, il faut beaucoup de moyens. On connaît la situation des déficits, on voit ce qui nous arrive des États-Unis. Avec quel financement vous allez accompagner ce rapport ? Alors, ce sera l'objet de la discussion que j'aurai avec Madame Vautrin quand je vais lui remettre le rapport. Moi, je vais être très claire. Tout d'abord, on parle des enfants. Donc, investir l'enfance, c'est investir l'avenir. Toutes les études le montrent. On parle de problèmes de santé. On parle de 20 ans de vie de moins. On parle de situations où même l'ANSES, que je citais, c'est celui que je connais, en 2021, chiffré à 38 milliards par an en matière de santé, seulement de santé, la situation de la France liée à des problématiques. Donc vous avez rendez-vous concrètement avec la ministre. On investit sur la prévention. Pour mettre la pression. Parce que du coup, on investit sur la prévention massivement. Ça, je pense que c'est une évidence. Parce que demain, tout le monde l'a bien compris. Moins cher, en fait. Bien sûr. Surtout, on aura une meilleure santé pour tous. Merci d'être venu débattre sur LCP. Évidemment, il est lourd, ce rapport. Il y aura même un tome 2, donc on n'avait pas le temps de parler de toutes les propositions. Merci à vous. Et bonsoir, Christian Salmon. Merci d'être mon invité franc-parler. Dans un instant, on vous connaît pour vos essais sur le storytelling, sur l'ère du clash ou encore sur les grands écrivains d'Europe de l'Ouest. Mais si on vous reçoit ce soir, eh bien, c'est pour la lecture passionnante que vous faites du jugement de Marine Le Pen. Votre tribune dans Libération a attiré notre attention, comme nous l'explique Marion Becker. Interview juste après. Si on vous invite, Christian Salmon, c'est pour votre dernière tribune sur la conception narrative de la vérité du Rassemblement national dans Libération. Car Christian Salmon, vous êtes écrivain et chercheur, spécialiste du décryptage de la narration. Vous avez écrit Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, puis sa suite, l'ère du clash. La semaine dernière, Christian Salmon, dans le délibéré fleuve rendu par les juges à l'issue du procès de Marine Le Pen et de ses co-accusés, vous avez repéré un reproche sur le système de défense du Rassemblement national. Au mépris des faits, les déclarations des prévenus relèvent d'une conception à tout le moins narrative de la vérité. Ainsi, dans le cadre de ce système de défense qui tend à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive est objectivement caractérisé. Vous expliquez ainsi que le système de défense choisi reposait sur une approche extrajudiciaire et sur un récit politique, en déniant au tribunal son rôle. Et les réactions aux condamnations vont dans le sens de votre analyse. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. La construction narrative et politique opérée par le Rassemblement national semble ne pas reconnaître la place et le rôle de la justice, le plaçant dans ce que vous appelez, Christian Salmon, une zone de non-droit.
Et bienvenue sur ce plateau, Christian Salmon. Alors, pourquoi cette phrase, sous la plume des juges, une phrase passée sous les radars que vous avez voulu mettre en valeur dans cette tribune, sur, je cite, la conception narrative de la vérité de Marine Le Pen, dans ce jugement, a retenu votre attention, et pourquoi, selon vous, elle est importante, cette phrase ? Parce que, si vous voulez, elle résume non seulement le procès en lui-même, l'attitude des co-accusés de Marine Le Pen, mais également quasiment 10 ans de procédure. Qu'a fait le Front National, devenu en 2018 le Rassemblement National ? Depuis le début, l'attitude des défenseurs de Marine Le Pen et de ses co-accusés a consisté à contourner la démarche essentielle de la justice. Ce qui est non pas politique, ce qui n'est pas médiatique, mais c'est-à-dire l'établissement des faits. Et le Front National s'est refusé à entrer dans la discussion avec les juges. Elles auraient pu opposer des éléments à décharge aux éléments à charge, etc. etc. Vous écrivez dans cette tribune que la défense de Marine Le Pen, c'était pas de forcément se poser au-dessus des lois, mais complètement à côté. Exactement, dans une position, une sorte de lieu extrajudiciaire. C'est ça. Comme si on parlait devant les caméras, comme si on parlait dans les médias, et pas de rentrer dans le processus judiciaire qui constate et qui essaie de démontrer la violation de la loi pénale. Alors les juges ont eu cette phrase que vous citiez, une approche très intéressante, parce qu'ils disent au fond, il y a deux conceptions qui s'affrontent. L'une, c'est une conception narrative de la vérité. L'autre, c'est la conception judiciaire de la vérité. La conception narrative de la vérité, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire. D'ailleurs, l'avocat et ami de Marine Le Pen s'est distingué dans ce rôle de narrateur, dans une plaidoirie qui a duré 3 heures, où il confiait même son rapport avec son amie Marine Le Pen, c'était une femme comme ci, comme ça, etc. Ce qui n'a rien à voir avec les faits. Les faits sont établis par 10 ans de procédure, je le rappelle, et c'est cette vérité judiciaire que les juges ont défendue. Alors justement, est-ce qu'on est là dans le même registre que la vérité alternative ou les alternative facts, les faits alternatifs de Donald Trump? Est-ce que ce rapport, ce qu'on appelle un peu la post-vérité aujourd'hui, qui fait qu'au fond, ma conviction, c'est ma vérité, il n'y a plus deux vérités objectives, et quasiment 1 + 1 ne peuvent plus faire 2, où finalement, c'est cette impossibilité de se reconnaître sur les faits scientifiques qui se joue. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que ça nous guette, ça? Vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect-là et de le contextualiser, parce que sinon, c'est un procès parmi d'autres. On a là un symptôme de la trumpisation de la vie publique et en particulier de la justice. Qu'on se souvienne, Donald Trump a eu une ribambelle d'accusations, de procédures, et il a toujours dit, c'est le peuple qui tranchera. C'est-à-dire le populisme, l'attitude populiste consiste justement à refuser toutes les médiations, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient toutes les expertises, qu'elles soient judiciaires. Donc on a affaire au fond à une sorte de hold-up de la justice au profit d'une mise en scène permanente de points de vue. D'ailleurs, ça continue au-delà de la décision. Quand elle dit « on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection », est-ce que c'est du même registre que Donald Trump en 2020, après la victoire de Joe Biden, quand il disait « ils nous ont volé l'élection ». Est-ce que vous voyez ce parallèle et au fond, est-ce qu'on est menacé de ce même narratif où le récit remplace les faits ? Tout à fait, on le constate à de multiples... Il y a de multiples exemples. Je me souviens par exemple de ce qu'on avait appelé l'affaire Hanouna, où Hanouna, qui s'était sur son plateau mis en colère contre un jeune député de la France Insoumise. Mais ce qui était intéressant, c'est comment il l'avait justifié, en disant « mais moi, j'ai tant de millions d'auditeurs, vous avez été élu par 20 000 personnes », quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, l'électorat devient une légitimation ou l'audience, plus que l'électorat, parce qu'on a vu que lors de la manifestation de Marine Le Pen, que l'électorat n'était pas si présent que ça. Et donc il y a un phénomène de déconstruction, et ce sont au fond les piliers
Hannah Arendt disait les piliers de la vérité, c'est la justice, c'est la presse, et c'est également la science. Enfin, Est-ce que ce discours, il y a le narratif, ce qu'on appelle les vérités alternatives, et c'était passionnant de vous entendre sur cette phrase des juges, mais il y a tout un autre discours sur l'Occident libéral, un Occident qui serait décadent, wokiste, un récit réactionnaire qui nous vient des États-Unis, notamment dans la bouche de J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, qui estime que la liberté d'expression, le suffrage universel est remis en cause par la démocratie des normes, des juges, et qu'il faut la combattre. Est-ce que ce discours-là, qu'on retrouve d'ailleurs un peu en Russie aussi, les idéologues de Poutine qui parlent d'une décadence, qu'il faut revenir à quelque chose de plus spirituel, d'identitaire, moral, est-ce que ce discours-là, réactionnaire, nous menace aussi, nous en France ? C'est la grande nouveauté de l'époque, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une sorte de consensus entre le développement économique, le capitalisme et la démocratie. Tous ces théoriciens dont vous parlez ont brisé ce lien. C'est-à-dire qu'ils considèrent aujourd'hui que tout ce qui est les piliers de la démocratie sont à détruire, que ça serait beaucoup plus utile au capitalisme de fonctionner sans toutes ces médiations, tous ces freins. Donc il y a une offensive qui n'est pas anecdotique et qui ne va pas s'arrêter demain. Ah oui. Un combat entre deux visions du monde, finalement. On revient au début de notre entretien, il y a cette vision romanesque qui est fondée beaucoup plus sur des impressions que sur des faits, et puis l'état de droit qui doit s'appuyer. Et je trouve que cette affaire est emblématique parce que les juges ont eu beaucoup de courage d'affirmer 152 pages de délibérés, expliquant leur position. On fait une œuvre pédagogique et je trouve lamentable qu'elle soit menacée de mort parce qu'en fait, il faut non seulement les encourager, mais les féliciter. C'est une mesure de salut public, ce qu'elles ont fait. Pour terminer, tout autre sujet, Christian Salmon, j'aimerais bien vous faire commenter cette image. C'est l'actualité de l'après-midi dans l'hémicycle. Regardez. Les députés insoumis qui ont brandi les photos des visages des victimes des bombardements israéliens à Gaza, brandi sur ces affiches, principalement des très très jeunes enfants. C'était une initiative du député Aymeric Caron. C'était un incident de séance puisque la présidente de l'Assemblée a interrompu les débats et que les affiches sont interdites dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image, selon vous, sur l'utilisation des émotions, sur les coups d'éclat pour faire parvenir un message? Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une telle coupe de silence qui s'est abattue sur la bande de Gaza, où sont commis tous les jours des meurtres, des crimes. Et au fond, ça ne passe pas dans l'opinion, ça ne passe pas dans le débat. Donc je le vois un peu comme une sorte d'explosion de colère ou d'explosion de... Mais je ne dirais pas que c'est l'utilisation des sentiments, parce que c'est très différent d'instrumentaliser des émotions quand tout ça, ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels, des assassinats réels. Et sur ce qui se passe à la fois après le 7 octobre et cette riposte épouvantable à Gaza, est-ce qu'on est aussi... au-delà des faits, dans une guerre de narratifs et de récits? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, je l'avais dit d'ailleurs, à Gaza, il n'y a pas que des bombes, il y a une guerre verbicide. Mais cette guerre verbicide, elle s'exerce dans les deux camps. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mots pour qualifier ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais on n'a pas les mots non plus. Les Israéliens qui sont opposés à la politique de Netanyahou sont coincés, eux aussi, dans leur solidarité avec Israël et le fait qu'ils soient scandalisés par la politique de Netanyahou. Donc on a effectivement une bataille de récits, et je dirais que ce qui est terrible quand les mots ne portent plus, les mots ne s'expriment plus, c'est que c'est la violence qui s'exerce. Et la situation en Palestine le démontre. Merci beaucoup. Tragiquement. Merci Christian Salmon pour votre éclairage. Allez, on accueille nos chroniqueurs pour terminer avec la question qui fâche, comme chaque soir. Un
Installez-vous, Céline Hervieux, députée socialiste de Paris, bienvenue, et Jean-Pierre Lecoq, maire Les Républicains du 6e arrondissement de la capitale. Ravi de vous avoir pour ce duel. 10 minutes pour traiter cette question qui fâche. Regardez. La question qui fâche se résume en 3 lettres. PLM, comme Paris, Lyon, Marseille. Dans ces 3 villes, contrairement au reste du pays, les électeurs ne votent pas directement pour les élus qui siégeront au conseil municipal. Ils désignent des conseillers d'arrondissement, dont une partie seulement seront aussi au conseil municipal qui désigne le maire. C'est la loi depuis 1982. Aujourd'hui, le député Renaissance Sylvain Maillard veut en finir avec cette anomalie. Non seulement toutes les études sur les sujets montrent que près de 9 habitants sur 10 de Paris, Lyon et Marseille sont pour ce changement du mode de scrutin. Mais de plus, le taux d'abstention aux élections municipales, plus haut que dans la plupart des autres villes françaises, devrait suffire à justifier le besoin d'une réforme. Avec une proposition de loi, il veut donc revenir à ce qui se fait partout ailleurs en France. Les électeurs choisiraient directement leurs conseillers municipaux qui eux-mêmes éliraient le maire. Ils voteraient le même jour avec un autre bulletin pour leurs élus d'arrondissement. L'idée a le soutien clair du Premier ministre et de Rachida Dati, la ministre de la Culture. Le RN et LFI sont pour, les communistes contre, ils dénoncent une manœuvre électoraliste. Tout le monde sait que la loi PLM, c'est dans le panier de la mariée entre Rachida Dati et Emmanuel Macron. Bon. Tu rentres au gouvernement, je te fais une loi sur mesure pour ton ambition municipale à Paris. Bon. Donc ça s'appelle une loi de convenance personnelle. À Marseille, le maire de gauche y est favorable. À Lyon, c'est non, tout comme à Paris. Une partie des députés droite républicaine ne s'y oppose pas, mais leurs collègues de la droite parisienne sont vent debout par peur de perdre leur mairie d'arrondissement. Nous ne comprenons pas l'urgence déclarée pour une telle réforme. Aucun consensus n'existe sur ce texte précipité et non concerté. Alors, la question qui fâche ce soir, la voici. Faut-il changer les règles à moins d'1 an des municipales ? Alors, on commence avec vous, Jean-Pierre Lecoq. Pourquoi changer les règles ? Écoutez, simplement pour revenir au droit commun. Je rappelle d'ailleurs que la loi précédente avait été adoptée moins de 3 mois avant les élections municipales de 1983. Et que c'est le Donc ça ne fait pas mauvais genre de le faire avant un scrutin municipal ? Et que le ministre de l'Intérieur s'appelait Gaston Defferre, qui était candidat à la mairie de Marseille. Donc là, on nous dit effectivement on ne veut pas changer les règles maintenant. Vous savez, sur les lois électorales, il n'y a jamais d'accord. Il y a toujours un débat, mais c'est sain qu'il y ait un débat. C'est la démocratie. Donc un homme, une voix, c'est plus juste. C'est-à-dire que c'est le cas dans toutes les communes de France. Là, si vous voulez, à Paris, il faut le rappeler, à Paris, Lyon et Marseille, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des secteurs. Là, il y a 17 secteurs. Madame Hidalgo, en 2017, en a supprimé 3 pour faire une piste d'atterrissage qu'elle a finalement pas utilisée sur Paris-Centre. Mais donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Dans chaque secteur, les voix sont cadenassées. C'est-à-dire que les voix de gauche, par exemple, excédentaires dans le 20e arrondissement, ne peuvent pas, si vous voulez, être comptabilisées au niveau global, et même chose pour les voix de droite et du centre dans les arrondissements de l'Ouest. Là, on a une circonscription unique, et d'ailleurs, il y a pas, les listes électorales parisiennes, elles sont uniques. Que vous habitiez, la liste électorale parisienne, elle est unique. Après, elle est segmentée par secteur. Alors, ça semble quand même du bon sens, après tout, c'est le suffrage universel, direct. Pourquoi ne pas faire comme toutes les autres villes de notre pays ? On gagne à la loyale, à la majorité des voix. Oui, alors écoutez, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ni sur le fond ni sur la forme dans cette proposition de loi. Et ce que monsieur le maire pointe est une incohérence en réalité, puisque quand on a cet argument de un électeur, une voix, c'est parfaitement faux dans la mesure où si vous acceptez le principe de la prime majoritaire, et ça, la prime majoritaire, ça va être aussi en débat dans l'hémicycle ce soir, donc la majorité, le bloc central souhaite l'abaisser à 25% pour la commune de Paris, ce qui fait de facto, ce qui crée un statut spécifique pour les communes qui sont concernées. Donc à partir du moment où vous acceptez le principe de prime majoritaire, cet argument de un électeur, une voix ne tient pas, puisque de fait, quand vous passez les 50%, vous avez une prime majoritaire, vous avez plus d'élus que le nombre de voix qui vous a été porté sur votre liste. Pourquoi le scrutin indirect est préférable ?
Mais en fait, le scrutin, parce que ce qui est pointé du doigt, c'est le manque de lisibilité, ou l'idée que finalement, ce ne serait pas parfaitement légitime. Et on reprend toujours l'exemple de Marseille, il y a 40 ans, plus de 40 ans de ça, où effectivement, un maire avait été élu alors qu'il n'avait pas en valeur absolue suffisamment de nombre de voix. Mais la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, c'est que si le Bloc central voulait réellement travailler sur un texte de réforme qui peut s'entendre, qui peut se discuter en concertation avec les maires concernés, ils l'auraient fait. Ils auraient proroger d'une certaine manière le débat pour qu'on puisse avoir le temps de la concertation. Mais là, c'est pas ça. Donc c'est une loi Dati, en fait, pour vous. Mais évidemment, c'est une manœuvre électorale. Et comme toute manœuvre électorale, c'est une basse manœuvre qui a pour opportunité, la seule chose, c'est de remplacer les élus LR de droite traditionnelle à Paris par des macronistes. Bon, et d'ailleurs, c'est un duel. Allez, répondez-vous. Lecoq participe de cela, lui qui fait partie justement des LR traditionnels. Maire d'arrondissement du 6e, les Républicains. Réponse. Et qui cède la place à ses opposants. Non. Alors après, si vous parlez d'une loi Dati à Paris, il faudrait parler d'une loi Payan à Marseille, parce que Benoît Payan, maire de Marseille. Socialiste. En réalité, Madame Ankawa, vous avez toute loi électorale suscite débat. Et le débat, vous l'avez à l'intérieur de chaque formation politique. Alors vous avez ceux qui vous disent il faut qu'on ait un grand débat sur les compétences, sur les métropoles. Mais ça, c'est l'argument classique de ceux qui ne veulent rien changer. Vous reconnaissez que ça aurait été plus serein d'être éloigné d'un scrutin municipal. Attendez, c'est toujours plus facile. Je vous rappelle qu'il y a, en 1983, c'est moins de 3 ans. C'est pas inscrit, c'est pas gravé dans le marbre. Il n'y a jamais de bon moment pour le faire, c'est ça? Il n'y a jamais de bon moment, enfin. Et moi, j'aimerais savoir ce que Monsieur le maire pense de la loi qui avait été proposée par les macronistes il y a 1 an de ça, qui expliquait justement que il n'est pas de bon ton de modifier un scrutin électoral à moins d'1 an d'une élection. Enfin, c'est évident, je veux dire, et les Parisiens vont le voir. Cette loi, elle est faite pour Paris, ça existe souvent en politique. Contre Paris, en réalité. Et on a ajouté Lyon et Marseille parce que sinon c'était un peu gros. Donc c'est ça la réalité. Mais alors moi j'ai regardé quand même, vous n'êtes pas tous alignés au sein de la droite, Monsieur Lecoq. Olivier Marleix parle d'une proposition ubuesque, donc les Républicains, Olivier Marleix, né d'une petite tambouille sur un petit réchaud. Fin de citation. Oui, vous savez, on peut sortir beaucoup de choses. On nous a aussi opposé la loi, que ça allait gêner la loi sur le narcotrafic. La loi sur le narcotrafic a été adoptée. Après, on peut vouloir refaire une loi sur les portes et fenêtres et dire que ça a plus d'importance que la loi PNL. Mais vous reconnaissez que votre famille politique est divisée. Je vous l'ai dit. Au Parti socialiste comme chez LR, même au sein du Monsieur Payan est bien au Parti socialiste. Alors non. Il n'est pas au Parti socialiste, mais il est maire socialiste de Marseille. Vous avez raison. Mais il n'y a guère que Marseille qui défend cette position. Mais sinon, au Parti socialiste, on est quand même assez clair sur le fait que, en fait, je vais vous dire, la réforme avec les évaluations qui nous ont été données, même elles valent ce qu'elles valent, ces évaluations, parce qu'elles ont été faites en 48 heures, où on a justement une projection de ce que ça pourrait donner. C'est potentiellement favorable à la gauche à Paris. Donc nous, en fait, si vous voulez, dans ce débat, nous sommes les seuls à dire, mais en fait, c'est même pas, on n'est pas sur une vision purement bien électorale. Compris. La suite, pour le dire très clairement, cette loi à l'Assemblée, elle a pas mal de chances d'être adoptée. Elle est toujours en discussion, puisqu'on a bien compris. Il y a les macronistes, une partie des Républicains, le RN et LFI qui vont la voter. Vous allez compter sur les sénateurs pour la torpiller ? Alors nous allons demander au président du Sénat, effectivement Gérard Larcher qui est opposé par ailleurs, de saisir le Conseil d'État, puisqu'on a refusé l'analyse du Conseil constitutionnel sur une réforme d'un mode de scrutin qui concerne les 3 plus grandes villes de France, 10% du corps électoral en France. Les sénateurs élus, je le rappelle, au scrutin indirect, les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Pour compléter ce que disait Céline Hervieux, Hervieux, ça va passer sans doute à l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être un vote défavorable au Sénat, mais on a 1 mois pour travailler. Et je sais qu'un certain nombre de sénateurs sont en train de changer d'avis. Après, c'est la commission mixte paritaire. Sera-t-elle conclusive? Après, ça revient à l'Assemblée nationale qui est le dernier mois. Et on se rapproche de plus en plus du scrutin. Oui. C'est pas grave. On sera à plus de 3 mois. On sera dans la période de réserve. Et ensuite, il y a une saisine du Conseil constitutionnel. Mais ce que je voulais dire en dernier mot, c'est que ça peut être modifié. Ce qu'a dit mon opposante, c'est qu'effectivement, sur la prime majoritaire, on peut revenir à 50%. Ça Alors, serait peut-être voilà peut-être une voie de passage qui pourrait vous mettre d'accord. Annuler cette réforme. On s'arrête là. Une réforme concertée. On va y revenir, on verra ce qu'il en est de l'avenir de cette proposition de loi. Duel ce soir, concision. Merci. Très belle soirée sur LCT. À vous. À demain, même les mêmes heures.